La caméra, Bonjour la cam. Tu peux me faire un joli clap s'il te plaît? Clap. Sound rate. C'est pour la vidéo? Ouais, c'est pour que je le fais comme ça. Là. Non, mais c'est bon, c'est pour que je puisse. Et on l'a vu sur la vidéo ou pas? Bah oui. Ok. C'est juste pour que je puisse synchroniser après le tout. Bien, oui, non, en fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est que. Normalement, t'as un truc qui permet de relier le micro au truc. Ça enregistre? Oui, ça enregistre, okay. Je comprends, t'inquiète. Ouais. Il y a un truc qui permet. Il y a un truc qui permet de relier le micro à ça, quoi. Et puis en fait, il s'est cassé, il faut que je le rachète. Voilà, bon, bref. Prêt? Et il le voit pas, ça? De quoi? Bah, Si, il voit un petit peu là. Il voit un petit peu de scotch. Oui. Là. Il voit un petit peu de oui, c'est vrai. Il voit un petit peu du bien. Ouais, je sais. Bien. Bien, jeunes gens, bonjour à tous. C'est une triple surprise. Enfin, c'est surprise, non, mais c'est une triple joie pour moi. Triple pourquoi? Déjà de 1, parce que c'est la reprise de la chaîne YouTube. Alors, je n'ai aucune idée de quand est-ce que ça sortira. Là, actuellement, au stade où on en est, c'est la première vidéo que je tourne pour la reprise de cette chaîne. Et on est fin novembre. Et on est fin novembre, ouais, on est le 29. À peu près. On est 29 déjà? Ouais, on est le 29, ouais. Okay. Deuxièmement, c'est parce que c'est le format qui vous a le plus plu, le format qui vous a également le plus marqué. C'est la raison pour laquelle je commence avec ça. Et troisièmement, c'est que c'est une interview, certes, qui nous sert bien parce que par rapport aux derniers événements, c'est très cool que tu sois là. Mais surtout, c'est la première fois qu'on en fait une en physique. On est voisins aussi. Alors pas vraiment, mais... Non, on n'est pas, oui. Mais surtout, c'est la première fois que j'en fais une avec un vrai pote que je connais depuis... longtemps, quoi. Et donc, c'est hyper chouette pour moi de reprendre la chaîne, de faire une interview et de la faire avec toi. Mesdames et messieurs, Marc Bittard, Marc Obi, comment vas-tu, chef? Oui. On va... Oui. Allez, très bien, formidable. On le fait aussi pour montrer qu'on est potes? On est très bien. Enfin non, pour l'inverse. On est pro et qu'on est potes. On est... Je suis pas très à l'aise, hein. De quoi? J'ai pas l'habitude des interviews où on est... Proche? On trisome avec la caméra. Pour les quelques personnes qui ont déjà été surpris par la notification Le Dramagiste, mais surtout les quelques personnes qui ont vu une interview avec le nom Marc Obi dans le titre, mais qui ne savent pas nécessairement qui tu es, il peut toujours y en avoir, malgré les dernières choses qui se sont passées dans la vie magique et dans le monde magique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, mon cher? Je m'appelle Marc Bittard, je sais pas si je te regarde toi, je m'appelle Marc Bittard et dans la magie je m'appelle Marc Obi, c'est mon pseudonyme. Je fais du close-up, je suis spécialisé en close-up, je viens de le dire, et j'ai gagné la FISM, donc le championnat du monde 2022 au Québec, là, il y a quelques mois, en catégorie cartes. Voilà, je fais pas que des cartes, mais quand même, voilà. Combien de temps qu'un Français n'avait pas gagné? Ça faisait 43 ans. 43 ans, ça commence à faire, ça commence à piquer. Bon, déjà, félicitations. Merci. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler maintes fois en privé, mais je le fais là, il faut bien donner un petit peu de chance, faire comme si je t'appréciais. Félicitations, c'est formidable, tu as fait un travail de fou. Mais avant de commencer tout ça, et je sais qu'on ira dans des choses un petit peu plus dit plus tard, ça va durer 1 heure, la première des choses que je veux te demander, c'est la question que j'ai posée à tout le monde pendant les interviews, c'est pourquoi est-ce que tu fais de la magie? Pourquoi est-ce que je fais de la magie? Ah, ça peut être très philosophique. La question. Je pense que c'est la question que tu as posé la même question plusieurs fois au même mec qui te répond jamais la même chose. Ouais. Je fais de la magie, quand j'étais petit, je rêvais. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent de rêver en chemin. Ou alors ils mettent leur rêve de côté. On va dire la vie professionnelle prend le dessus et ils mettent ça en sourdine. Ils rêvent le soir, ou ils rêvent le week-end, ou ils rêvent 1 ou 2 fois par an. Le truc, c'est que ça m'a jamais quitté, ce rêve-là. Et le truc, c'est qu'il se reproduit à chaque fois que tu fais un public, c'est la première fois qu'il te voit, ou c'est très rare qu'il voit de la magie. Donc à chaque fois que tu fais de la magie en public, tu le vois rêver. Et toi qui as compris comment marchait la magie, bon bah tu rêves un peu moins, comme dit notre pote à nous, Meven. Meven, il dit toujours, je le cite je crois à chaque interview, un magicien c'est quelqu'un qui a sacrifié ses rêves pour faire perdurer ceux des autres. Bah c'est un peu ça, c'est un petit peu à coup de shoot. C'est un peu une drogue, donc chaque fois qu'on fait un public, on se shoot au rêve des autres, j'ai un peu l'impression. Et puis c'est kiffant aussi, c'est, au-delà du truc un peu philosophique, un peu mal-être, tout ça, mal-être,
Il y a Dominique Duvivier qui disait il ne faut pas que ce soit toujours un truc pour guérir. Et tout. Oui, on est d'accord. Bah, disons que je pense que c'est la réponse aussi qui vient naturellement, tu vois, quand on dit pourquoi tu fais de l'art, pourquoi tu fais de la magie, pourquoi tu fais du théâtre. Bah écoute, j'ai pas eu assez d'attention quand j'étais petit. J'étais quelqu'un d'un peu introverti. Voilà, c'est toujours un petit peu ces réflexions-là qui viennent. Mais c'est sûr que le rêve, et d'ailleurs, c'est paradoxal, et c'est là que la citation de Méven est très bien, Méven qu'on salue parce que je pense très fortement qu'il va regarder cette interview. Méven qui est passé dans ce format également, le lien est juste là, vous pouvez aller voir, il est passé, il a fait le format bien sûr, j'ai pas vu. Ça s'appelle J'apprends par l'échec. Peut-être j'ai vu, je m'en souviens pas. Ça doit être ça. Je me souviens de toutes les autres par contre. Et c'est vrai qu'il y a ce truc là de sacrifier son imaginaire, enfin non pas sacrifier son imaginaire, mais sacrifier sa part de rêve pour pouvoir laisser les autres rêver au mieux, mais on a tous, même moi, n'importe qui, on a tous une part de la magie qui nous bluffe toujours autant, qui nous met toujours dans une situation de rêve. C'est quoi la magie qui, toi, aujourd'hui, te fait te sentir comme un gosse, au-delà de celle que tu fais, c'est-à-dire celle que tu regardes et tu te fais dire, là, il y a un vrai truc qui s'est passé, quoi. J'ai très peur de faire une réponse qui est pas belle. Bah bon, on est en live, hein, je tente en direct. Il y a très peu de magie aujourd'hui qui me touche au plus profond. Moi j'ai un peu... Mais il y en a eu, avec le temps. Donc c'est pour ça que je parle de shooting, enfin de shoot un peu comme une drogue, c'est qu'avec le temps, que ça diminue. Je parle de drogue parce que plus le temps passe, plus il en faut pour... Enfin je me suis jamais drogué en soi, mais c'est comme ça le principe. C'est plus il en faut, et il y a un moment où il en faut trop. Donc aujourd'hui, ce que je voyais, ce que je ressentais quand je voyais David Copperfield, même si je ne l'ai pas vu en vrai, quand je voyais des vidéos, quand je voyais tout ça, bah aujourd'hui je ne vis qu'à travers ce que je reproduis. Mais de temps en temps, il y a un petit mec qui te fout une émotion très forte. Là, je pense à Arthur Chavaudret, par exemple, t'es là et c'est la nuit, c'est Paris, il va te faire un truc, et là, tu vois, où tu vas te dire ça. De temps en temps, il y a un petit mec qui te refait un petit peu rêver. Là, je pense aussi à Noël Hit, il avait fait une vidéo là-bas. Alors, c'était pas du rêve à proprement parler, mais il te charme par une façon différente de voir ça. Mais aujourd'hui, je vis plutôt le rêve à travers d'autres arts, et la magie, bah, c'est con, hein, mais c'est devenu un métier du coup, c'est devenu un métier, c'est devenu un milieu, donc on partage en tant que passionné. Mais le rêve, il n'est pas si présent que ça. On n'en a jamais reparlé, mais il y a une phrase que tu m'as dit il y a des années. Je te dis il y a des années, c'est vraiment un moment, genre. Hein. Je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, il y a vraiment un moment, et c'est une phrase qui m'a suivi depuis et que je ressors de manière régulière. Et c'est vrai que je me rends compte que je t'en ai jamais parlé. Donc toi, tu es devenu professionnel un petit peu avant moi. T'as commencé... Oui, je te le dis. T'as été professionnel avant moi. Oui. On va en parler de ça aussi. T'as été professionnel avant moi. Et un jour, quand je te disais, mais tu fais pas tout le temps de la magie, enfin, des fois t'as pas envie et tu fais pas, ça t'est arrivé, et tu m'as sorti cette phrase. Tu m'as dit, en fait, avant, quand j'étais amateur, mon temps libre c'était la magie, et mon temps plein, enfin mon temps travaillé, c'était autre chose. Donc je pouvais occuper mon temps libre plus facilement avec la magie. Aujourd'hui que c'est mon métier, j'aime bien que mon temps libre soit autre chose que la magie aussi, parce que c'est devenu mon temps travaillé. Cette phrase-là m'a suivi. Quel regard t'as là-dessus aujourd'hui? Maintenant que je te la ressors, c'est sorti de cette bouche-là, mais je sais pas si t'es encore en accord avec ça ou pas. Bah, ça rejoint un peu la question d'avant, c'est que ouais, il y a un petit peu ce côté, métier où ouais, c'est notre travail, quoi. On est des constructeurs de rêves. Alors on peut construire du rêve qu'à partir du moment où on voit quand même ce que c'est et où on touche un petit peu le rêve. Donc il en faut quand même. Je veux dire, tu peux pas complètement être lassé et blasé. Donc il en faut. Mais ouais, je le vois quand même plus comme ça aujourd'hui. Comment faire kiffer les gens. Comment pour la FISP, c'était comment on s'est censuré ou... Non, c'est pas ça. Comment baiser les magiciens, ça c'était pour la FISP. Dans la vie de tous les jours, enfin, dans la vie, l'événementiel habituel, c'est comment faire kiffer les gens. Entre nous, comment se faire kiffer entre nous, comment kiffer tout seul, parce qu'on a plaisir à manipuler, à utiliser des techniques psychologiques et tout ça. Mais ouais, il y a ce côté passion, pratique, métier, mais le côté émerveillement que je vois chez beaucoup j'allais dire d'amateurs, mais il y a des amateurs qui
qui sont plus voilà, la définition dialectiquement juste d'un professionnel, c'est juste quelqu'un qui se fait payer pour une activité. Et donc pour cette interview-là, normalement un professionnel c'est quelqu'un qui se fait payer, un amateur. Moi je vais dire amateur, quelqu'un qui passe beaucoup moins de temps. On va dire quelqu'un qui fait qui en fait beaucoup moins. C'est pas la vraie définition, hein, mais là dans ce que je voulais dire c'est ça, c'est les gens qui font de la magie 1 heure de temps en temps, 1 heure par jour ou 2 heures par semaine, ou un petit peu le dimanche. Bah, souvent ils disent que ça les émerveille tout le temps, et puis tant mieux quoi. Mais non, j'ai plus ou moins la même vision que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Par contre, j'ai ce rêve dans la vie. Dans la vie, des fois on a des objectifs qu'on n'a pas atteints, par exemple l'affichement de l'avoir, ça c'est un rêve. Le fait de rêver de faire finalement réussir à faire quelque chose, rêver de rencontrer quelqu'un. Donc on peut se mettre des petits objectifs qui deviennent des micro-rêves, mais sinon moi c'est la littérature, c'est la musique, c'est ça qui me fait rêver. Rêver de la magie en musique, faire des techniques en musique, ça fait rêver. En fait, on vit le rêve, mais à l'instant T. On vit un moment faire de la magie en musique, j'adore. Je t'ai coupé 4 fois. Non, mais je préfère que tu laisses courir ta pensée. Et voilà, à la limite, pas la perdre. Voilà, à la limite de m'interrompre, et moi je rebondis de toute façon derrière. Ouais. Évidemment, on va revenir à l'aphisme, aux attentes que tu avais avant l'aphisme, parce que déjà de 1, j'ai eu la chance d'être là pendant la préparation, avant, de voir tout ça. On m'a filé quelques coups de pouce. Mais bon, parce que t'as pas eu le titre aux France avant et tout, donc il y a aussi tout cet aspect-là, mais c'est pas ça qui m'intéresse là tout de suite maintenant. T'as parlé d'Arthur Chevaudrey tout à l'heure. Oui. Et tu as dit que c'est quelqu'un qui te surprend parce que ça arrive qu'il te trouve à 3h du matin et qu'il te fasse de la magie en pleine nuit, quoi, et tout. Alors, c'est pas courant, hein, ouais. C'est une scène que j'ai décrite. Bah, en fait, je me sers de cette scène que tu décris là pour faire un pont avec toi. Parce que c'est là qu'on s'est connus aussi, toi et moi, il y a quasiment un peu moins de 10 ans, je dirais. Tous ces moments où on va accoster les gens bourrés en sortie de boîte, où on va faire ça en plein milieu de la rue, dans la nuit, où on sort et on va juste jammer toute la nuit pour aller s'amuser avec les gens qui sont dans des états soit seconds, soit qui sont tout à fait normaux, parce qu'il n'y a pas que des gens qui boivent de l'alcool dans ce monde, mais on s'est compris. Je voulais voir, comment est-ce qu'elle est venue cette idée d'aller dans la rue? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que ça a fait évoluer ta magie? Et quel regard tu as là-dessus aujourd'hui? Parce que tu fais plus trop ça aujourd'hui en fait. Je le fais, mais je le fais plus en me disant tiens, là, je vais sortir et je vais faire ça. Je me mets pas un objectif de cette nuit, je vais sortir toute la nuit, je vais aller dans telle ville pour faire ça. Je le fais quand ça vient. Mais je le faisais aussi quand ça venait avant, c'est juste que j'avais que ça à faire. Donc, j'avais que ça à faire, j'avais des études, voilà, des études. Enfin bon. Et ouais, j'ai fait de la biologie et une licence, voilà. Je trouve que c'est à coup de moments qu'on prend notre plaisir. Sauf qu'à l'époque, quand c'était pas le métier, les moments, on les prend tout le temps. Je me souviens, si tu veux vraiment le début de ça, pour dire chronologiquement, au bout d'1 mois, c'est de magie, hein, je me suis dit, là je veux passer une après-midi à la gare. J'ai eu le courage de le faire à une personne. Voilà. Au bout de quelques mois, j'ai fait ma première nuit magique. Nuit magique dans le sens où j'allais voir vraiment tout le monde, des groupes, des gens, j'en faisais à tout le monde. Donc au début c'était plus, voilà, on découvre, je sais pas, t'arrives dans une forêt, t'as envie de voir les nouveaux animaux, t'as envie de voir t'es poussé par un peu cette curiosité et tu connais pas, et puis tu as des nouveaux pouvoirs aussi, parce que finalement c'est un peu ça qu'on a, c'est un pouvoir. Quand on dit pouvoir, je sous-entends pas surnaturel, mais c'est un pouvoir de faire rire les gens quand tu es humoriste, c'est un pouvoir de faire de la magie aux gens quand tu es magicien. Et donc c'était pas toujours guidé par une démarche trop réfléchie, c'était allez on y va, j'ai envie de le faire, mais pas plus que ça. Et je rebondis un peu sur ce qu'on a dit avant sur le rêve. En fait, dans le rêve au sens large, on en a un peu moins. Mais par contre, le kiff des moments présents, je préfère la nuit, très honnêtement. C'est comme dit, on s'est rencontrés là. Je trouve que c'est merveilleux la nuit. Il y a des choses, c'est pas forcément les gens bourrés, mais l'ambiance la nuit, elle est différente tout le temps. On dit soirée, on fait pas des matinées. Enfin, il y a des petits déj, mais c'est pas la même chose. Un petit déj qu'une soirée pour une entreprise, c'est pas pareil. Ou pour n'importe qui, entre potes aussi. Et vivre des moments comme ça, c'est bien de ne pas les réfléchir. Tu es en soirée, tu vis le moment. C'est plein d'instants présents qui sont magiques. Et en soi, ils sont magiques encore. Là, si on sort et qu'on s'amuse, alors nous, ça va être parce qu'on va triper, parce qu'il y aura un tour qui ne sera pas passé comme prévu ou quoi, mais c'est des moments magiques finalement.
Mais c'est plus le tour, c'est pas l'effet, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est pas l'effet qui nous fait rêver, mais il y a quand même le rêve au sens du moment vécu, au sens du plaisir vécu. Parce que comme un moment passé avec sa famille, il peut être nul, et puis voilà, beaucoup plus tard, ça devient la féerie des moments passés, tu vois. Bah, il y a tout un... Et puis chez toi, il y a eu aussi... Et ça, tu le fais encore aujourd'hui, parce que je le vois quand on sort, quand on va boire des verres, quand on va faire de la magie. Il y a ce truc aussi où tu expérimentes des choses, parce qu'il y a une grande partie d'improvisation dans ta magie. Alors évidemment, les gens le savent peut-être moins. Évidemment, ton numéro de FISM était scripté de A à Z, et c'est bien normal. Mais en temps normal, ton truc c'est l'impro, tu vas, tu connais pas la fin du tour et tu le commences quand même. Ouais. Et dans ce sens-là, tu vas expérimenter plein de choses, notamment la gêne, notamment le malaise, entre autres. J'ai vu des scènes où moi je me cache les yeux parce que je suis tout à fait incapable de faire ça parce que je n'ai pas l'envie. Mais j'ai bien envie de savoir comment est-ce que ça te nourrit et comment ça vient dans ta tête de faire ça. Alors là, on peut nuancer par rapport au plaisir de ces moments-là. Il y a aussi cette notion d'être son spectateur. Tu parles d'improvisation. Quand tu improvises, finalement, les gens découvrent ce que tu fais et toi aussi, tu découvres ce que tu fais. Tu as une idée qui vient et finalement, entre guillemets, tu la dégustes en même temps que le public. Donc, c'est quand même très intéressant. Maintenant, si tu fais pas d'impro, eh ben, les vannes que tu vas lâcher, la manière dont tu te portes avec le public, tous les magiciens font ça. Tous les magiciens avisent en direct. S'ils maîtrisent un minimum, ils vont aviser. Et donc, c'est un plaisir aussi. Tu vis le moment. Il y a quelqu'un qui rigole plus que prévu, il y a quelqu'un qui truc. Et en vivant le moment, tu deviens ton propre spectateur. Donc, tu peux aussi prendre du plaisir. Donc, ça nourrit un peu le rêve devant. Maintenant, pour aller sur ce que tu dis, comment ça me nourrit tout ça? Concrètement, depuis vraiment que je suis petit, j'ai toujours aimé surprendre. Voilà, donc en fait, finalement, quand il y a un moment de malaise ou quand il y a un moment de gêne, c'est pas pour qu'il soit gênant, c'est pour qu'il soit suivi par voilà, c'est pas la bonne carte, les gens sont tous gênés, et puis après, il y a un effet qui prouvera que tout ça a été mis en scène. Pour moi, je suis un petit peu dans la philosophie zéro déchet. C'est-à-dire que s'il y a un truc dégueulasse qui se passe, un gêne qui se passe, et qu'ensuite il y a un effet, et que ça n'annule pas le gêne qu'il y a eu avant, je ne valide pas ça. Pour moi, il faut que ça annule tout. J'ai un exemple très simple. Si la personne avait choisi l'as de pique, tu trouves une carte, c'est pas la bonne, c'est le 2 de trèfle. Tu dis, ah merde, bon, bah, je réessaye, et que tu en sors une autre et que c'est l'as de pique, pour moi, c'est pas bon. Parce que le 2 de trèfle a servi à rien. Mais si le 2 de trèfle se transforme en as de pique, on est dans du zéro déchet. Les gens, ils vont pas se dire, ah bah, il a utilisé ses... Enfin, ils vont se dire, bah, il a utilisé ses pouvoirs magiques pour corriger l'erreur, ce qui est encore plus magique. Donc pour moi, ça doit toujours nourrir ça. Ensuite, c'est le plaisir, juste, c'est un petit peu un plaisir sadique, mais le plaisir de voir les gens déboussolés, de les troubler, mais ça, je l'ai toujours fait, avant la magie. J'ai toujours adoré faire ça en toutes circonstances depuis que j'ai 4 ans. Alors 4 ans, c'était peut-être un peu moins délirant, mais j'ai toujours aimé surprendre les gens, ne serait-ce que par les dessins. Quand j'étais petit, voilà, je dessinais une vache avec un corps de micro-ondes, ou peu importe, et des trucs qui n'avaient pas de sens, puis les gens se demandaient pourquoi. Mais finalement, ce pourquoi, il nourrit un petit peu le rêve. Parce que les gens vivent dans notre monde. C'est quoi un rêve, finalement? Un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas dans le monde dans lequel on vit. Soit qui est trop beau, soit qui n'existe pas. Donc tout ce qui n'existe pas, tout ce qui vient changer la réalité, c'est un petit peu du rêve. Donc voilà. Et cette approche de l'improvisation, à poser des questions, si je dis pas de bêtises, en 2018, c'est ta première année en France. Équipe de France. Équipe de... Il veut me faire passer pour un Libanais que tu es. Ouais. Je suis d'origine libanaise, syrienne, mais voilà, c'est les origines, je suis pas... Donc c'est ta première année en équipe de France 2018, c'est bien ça, très bien, formidable. Et il y avait cette question qui s'apportait et qui était normale, au final on n'en a pas reparlé, qui était, ok, bah Marcos c'est de l'impro avant tout, c'est pas vraiment du scripté, comment est-ce qu'on peut emmener de l'impro en compétition? Je rappelle qu'il y avait ce sujet-là qui était sur la table au tout début. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises et si je fouille dans mes mémoires correctement, ta vidéo pour rentrer en équipe de France, tu avais pris un live que tu avais fait en impro et tu l'avais juste retravaillé. Mais c'est presque ça. C'est pas exactement ça. C'était pas un live, c'est une vidéo. Mais je vais te répondre.
Mais vas-y, alors, parle là-dessus. Alors déjà, à la base, juste je précise pour ceux qui regardent ou alors ceux qui commentent des fois, je vois qu'il y a des gens qui... Typiquement les gens qui vont dire « Oui, c'est bien, mais moi je fais pas de la magie pour les concours ». Mais à la base, je ne jure pas que par les concours et que par la compétition. C'est quelque chose qui est venu en plus, qui est excitant, tout ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est de la magie, le but, c'est de kiffer, de faire kiffer les gens, de kiffer et de vivre sa vie, quoi, de vivre des moments géniaux. Voilà, ça c'est juste pour établir ça. Ensuite, du coup, moi j'avais mon style, un petit peu d'improvisation qui venait un peu comme ça. Dès le départ, j'aimais improviser. Je finissais pas les routines en entier que j'apprenais, je les modifiais à ma sauce. C'est ma personnalité, c'est comme ça que je cuisine. C'est comme ça que je fais du piano, c'est comme ça que tous les trucs auxquels je touche, je fonctionne comme ça, même dans la vraie vie. Du coup, c'était mon style naturel. Puis après, voilà, j'ai évolué un petit peu, j'ai rencontré des magiciens. Et il y a Stéphane Gomez et Robin Deville, que je salue, qui me disaient, mais putain, il faudrait que tu fasses, voilà, il faudrait que tu fasses les concours et tout. Tu veux pas venir en équipe de France? Et moi, justement, je leur disais que ça ne matchait pas avec ce que je faisais. Ça ne matchait pas. Pour moi, les concours, c'est cadré, c'est scripté, c'est timé. Et je trouvais que ça ne matchait pas. Et ils me disaient toujours, ces deux, bah oui, mais il y a sûrement moyen d'arranger le truc pour que ça rentre dans le format. Je n'étais pas très d'accord. Et au bout d'un an de conversation intermittente, si je puis dire ça comme ça, bon, finalement, j'ai décidé de tenter. Alors, il y avait le casting pour l'équipe de France. Et la vidéo que j'ai envoyée, il était minuit, j'étais en peignoir. C'est marrant de dire casting. Oui, casting. Non, mais on a compris. Quoi. On a compris. Donc c'était vidéo et dossier. Et du coup, bon, bah, finalement, j'étais confiant, je peux le dire, parce que je savais que j'avais des trucs intéressants. Et donc, j'ai pris la vidéo à minuit, j'étais en peignoir et je me foutais. Je me suis dit, écoute, la qualité est dans ce que je fais, pas dans. Donc, je l'ai envoyé en peignoir, vidéo en peignoir, et c'était une vidéo que j'avais improvisée. J'ai improvisé pour la vidéo, tout simplement. Ils ont kiffé la vidéo, donc ils ont validé. Et ensuite, j'ai fait les sélections réelles en équipe de France, donc une audition physique, c'était à Paris. Et là, j'ai un petit peu travaillé la vidéo que j'ai repris ce que j'ai improvisé, mais cette fois, j'ai mis un climat, j'ai mis tout ça. Mais ouais, à la base, c'était net ça. Première année, 3e prix? Non, première fois que j'ai fait le championnat, j'ai pas eu de prix. Okay. C'était en 2000. Alors, je ne me trompe pas, c'était en 2019, donc j'ai pas eu de prix. Voilà. Et le premier 3e prix, parce que c'est la première. Le premier titre que tu as eu, c'est 3e. Le premier prix que j'ai eu, oui, c'est ça. Enfin, en championnat. Oui, oui. J'ai déjà eu une fois un prix dans un autre concours, mais qui n'était pas dans cette série-là. Donc la série FAB, FISM, tout ça. Donc oui, j'ai eu pas de prix. Ensuite, 3e prix en France. Et ensuite, la FISM. Ok. J'aimerais parler maintenant de la... C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est à quel point en même temps c'est improvisé et en même temps c'est techniquement spontané, mais dans le sens où les dés et les Legos s'empilent de manière à ce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on tape à cet endroit-là. Alors même que tu connais pas la fin du tour, donc tu dis là je vais pouvoir poser ça, là je vais pouvoir poser ça, là je vais pouvoir poser ça. Quand on bossait, quand tu es venu voir ta conférence au Cercle Magique d'Alsace, là, c'est aussi ce qui transparaît et ce qui transpire, tu vois. Quand tu dis bah là, il se passe ça, ça veut dire que pour le spectateur, il faudrait qu'il y ait ça, et puisque j'ai cette attitude-là, il faudrait que je passe par là pour que ça puisse avoir cet effet-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop. Je sais pas si je suis clair. T'es un peu clair, mais il y a des zones d'ombre. C'est quoi les zones d'ombre? Eh ben, explicite un peu plus. Bon, pour moi, la question c'est comment et pourquoi est-ce qu'il y a une aussi grande technicité que moi j'ai pas du tout, par exemple. Je suis pas du tout en train de réfléchir en me disant ok, là il faut que j'ai cette posture là, à ce moment là c'est un temps fort, là à ce moment c'est un temps faible, et je suis pas obligé de mettre un nom sur chaque truc pour que je puisse dire ok, ça il faut l'utiliser là, ça il faut l'utiliser là, ça il faut l'utiliser là. Comment est-ce que c'est venu, et est-ce que tu dirais que c'est ça ce qui fait aussi en partie que ton numéro de FISM a été aussi percutant? C'est une question un peu compliquée, la réponse risque de l'être, mais pour moi, c'est la pratique avant la théorie. Donc en fait, ce que j'ai donné dans la conférence ou dans ma magie en général, c'est pas des trucs que j'ai réfléchi et quand je suis en public, je me dis tiens, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est plutôt qu'à force de toute cette pratique, c'est des trucs que j'ai déduits, que j'ai conclus et que j'ai analysés, mais a posteriori. C'est-à-dire que je suis pas forcément d'accord quand tu dis je pourrais pas le faire parce que style, je réfléchis plus.
Mais finalement, tu prends une vidéo de toi, tu peux aussi analyser que ça, tu l'as fait pour ça, que ça, tu l'as fait pour ça. Et c'est ça, c'est juste que j'ai essayé de le conscientiser. Alors, je pense que c'est à la fois mon caractère, mais aussi certaines lectures qui ont poussé ça. Par exemple, les livres théoriques d'Ascanio, les livres de Tamariz, un peu l'école espagnole d'Ortiz. Tout ça, ça m'a poussé à accroître certains raisonnements et certaines analyses. Mais des fois, elles étaient naturelles. Puis forcément, pour conférence ou pour construire un numéro, j'ai été amené à étudier davantage. Mais voilà, quand tu vois une recette de cuisine et que le mec te dit c'est 50 grammes de sucre et 50 grammes de farine, à la base, c'est des mecs qui ont essayé plusieurs doses et finalement, c'est ça qui marche le mieux. Donc finalement, il y a un petit peu cet aspect cuisine, quoi. T'essayes et t'analyses et c'est ça qui marche le mieux. Et puis un mec s'est foiré, un jour, il a mis une mauvaise épice, il s'est dit bah, finalement, ça marche mieux avec la menthe. Et c'est comme ça que c'est beaucoup de pratique en fait. Donc c'est une analyse a posteriori sur de la pratique et sur une quantité de pratique, une quantité d'heures finalement astronomique, mais pas une quantité d'heures comme on dit souvent à la maison, tout ça. C'est vraiment la pratique en public. Ouais. Pour moi, c'est pratique en public, en masse, et ensuite on peut analyser si on le souhaite. Tu connais la loi des 10 000 heures? Bien sûr. La théorie des 10 000 heures, c'est que pour devenir un maître dans un domaine, il faut passer 10 000 heures. Bon, c'est des chiffres, hein, c'est pas exactement. Enfin voilà, je précise. 10 000 heures d'évolution constructive. C'est-à-dire que si tu cuisines tous les jours et que tu fais 10 000 heures, bah, ça compte pas. Il faut cuisiner, en même temps chercher à apprendre de nouvelles recettes, perfectionner sa technique. Voilà une pratique qui va de l'avant. Et du coup, c'est dans ça que j'étais. J'étais à la fois dans la pratique, mais il y avait des lectures, il y avait des rencontres, il y avait des discussions, et puis voilà, on en a eu beaucoup de discussions aussi. Et après, bah forcément, il y a peut-être un intérêt aussi sur ça. Il y a des gens qui s'en foutent. J'ai peut-être eu un éveil d'intérêt sur ces théories, ces concepts, et ça fait que je les ai bossés. Après, pour la FIS, j'étais obligé. Oui, bien sûr, parce qu'il y a... Alors, je me rappelle très bien, il y a eu plusieurs étapes à la FISM, parce que déjà, c'était carrément pas dit que tu sois sélectionné, tu étais en liste d'attente. Ouais. T'étais pas premier en liste d'attente en plus, donc t'es monté de la liste d'attente. La première mentalité que tu as eue avant la FISM, c'était « Ok, j'y suis déjà, je prends parce que c'est formidable et gagner ou pas, on s'en fout. » Et au fur et à mesure que ça avançait, du moins que l'échéance arrivait, et ben la confiance a grandi. Et au fur et à mesure, 2 semaines avant la FISM, 1 mois avant la FISM, tu disais « En fait, j'y vais pour gagner. Ouais. J'y vais pour gagner. » C'est quoi qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour que tu passes de ok, je prends le cadeau à je veux gagner? Ce qui s'est passé, c'est il y a eu pas mal d'étapes. Hein. Bon, il y a eu 3 étapes globalement. Il y a eu quand j'ai été sélectionné, je me suis dit voilà, c'est déjà une chance, j'y vais pour participer, c'est pas grave même si je suis dernier. Quelques temps ont passé, je me suis dit allez, je vais viser le mieux possible. Donc, je sais pas moi, 6e, 5e, peut-être 3e, mais jamais au-dessus. Et puis après, la dernière étape, et je pense que c'est ça la réponse à ta question, c'est le « et pourquoi pas ?» Et pourquoi je n'aurais pas le droit? C'est ça, ça a été ça le déclic. C'est-à-dire, j'ai regardé les mecs, et je me suis dit, tu vois la vidéo, la photo où tu vois qui sont les mecs, tu dis c'est des êtres humains comme moi, pourquoi eux ils n'auraient pas le droit? Alors la réponse est simple. Pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, là je te parle au nom de tout le monde, quelqu'un qui se pose la question, pourquoi on n'y aurait pas le droit? Parce qu'on a moins travaillé, parce que l'autre a plus bossé que nous, donc il a plus ce droit. Mais je sais que j'ai beaucoup bossé sur ça, donc je veux dire, à quantité de travail qui le mérite, je me suis dit, ces mecs-là n'ont pas plus le droit que moi. Et donc, ça c'est ce que je me suis dit théoriquement. Au fond de moi, je me disais pas que j'avais le droit, mais j'ai essayé de me conditionner sans y croire. Enfin, pour moi, le conditionnement, c'est pas que réussir à être convaincu. C'est essayer de se convaincre, quitte à se mentir. Et puis là, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pas marché, tant pis. Justement, il y avait le scénario, ça marchait pas. J'ai eu la chance. Est-ce que tu avais confiance en ton numéro à 200 ou pas du tout? Ouais, il fallait avoir un minimum confiance en ton numéro, bien sûr. Mais je veux dire, est-ce que tu avais confiance en ton numéro en y allant? Ou est-ce que tu t'es dit, je fais un braquage, je fais pas de braquage? J'avais confiance en mon numéro, ouais, j'avais confiance en mon numéro. Non, j'avais confiance en mon numéro et pas confiance par intermittence. J'avais très confiance pendant la phase de préparation, je l'ai bossé à fond.
Et puis après, il y a des moments, quelques temps avant, je crois que c'était 1 mois avant ou 2 semaines avant la FISM, j'ai eu un moment de perte de confiance absolue où je me disais, mais en fait, ce numéro, il est complètement insuffisant. Il est même pas FISM Europe, quoi. Enfin, je regardais le numéro, comment il était construit. Et en fait, c'est un syndrome qu'on touche, j'ai pu le toucher, quand tu as trop bossé ton numéro, quand tu as vraiment fouillé de fond en comble, comme le but d'un numéro ou d'un art en général, quand tu vises la perfection, ça devient simple, ça devient concis, puisque tu as tout taillé, tu as enlevé tout le superflu, il reste souvent peu de choses, quel que soit le domaine, il reste souvent peu de choses dans le produit final. Et comme il restait peu de choses, je me disais, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors que finalement, ce pas grand-chose était le résultat de tout ce travail. Et du coup, j'ai eu un coup de perte absolue de confiance, et je me souviens que voilà, j'en ai parlé avec l'équipe de France, on a une discussion WhatsApp, puis voilà, j'ai exprimé une espèce de crise de, voilà, je ne sais même pas si je mérite d'y aller. Puis là, il y a tous les coachs qui m'ont appelé. Je pense que c'est Bernard Billis qui m'a appelé en premier. Puis il y a Stéphane Gomez qui m'a appelé. Puis des autres qui m'ont appelé. Et ils m'ont rassuré. Et puis j'avais besoin de ça. Finalement, c'était un appel à l'aide. Et ils me disaient, bah non, ton numéro, il est bien. T'as bien bossé. Billis, il m'a dit, ton numéro, il est vicieux, etc. Et moi, j'avais oublié tout ça. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a plein de domaines où à un moment, tu te dis, mais en fait... Tu sais, au bout de 100 heures, tu te sens bon. Et au bout de 30 000 heures, tu te dis, mais en fait, parce que je serais pas nul, quoi. Enfin, moi, ton numéro, je n'en pouvais plus. Hein. Il en a bouffé. Je le connaissais par cœur, ton truc, presque, tu vois. Bah, tu vois, finalement, tu as vécu presque ce syndrome-là, puisque, alors Quentin, il a vu le numéro plein de fois. Bah, pareil, moi, je l'ai fait encore beaucoup plus de fois que lui l'a vu. Mais je dois avoir un truc sur mon téléphone d'une répète. Alors, je dois l'avoir. Je le mettrai au montage si ça ne révèle rien, si on flash rien et tout machin. Ouais. Juste histoire de voir ce passage où on est tous les trois autour d'une terrasse dans le bar et t'arrives et puis on galère à faire des trucs. Mais c'est vrai que ce débat de putain, il faut que j'enlève des trucs, il faut que j'enlève des trucs, il faut que j'enlève des trucs. Et ça pour 2 soucis. Le premier pour une efficacité de numéro, je suppose, et la deuxième pour une contrainte de temps. Il fallait que ça rentre dans les 10 minutes et tu n'y étais pas vraiment, ou du moins tu approchais très sérieusement des 10 minutes et tu n'avais pas envie de te dire je peux potentiellement dépasser certainement. Comment est-ce que, bon, ça à la limite on s'en fout, mais sur la partie efficacité, comment est-ce que toi tu as déterminé que tel élément n'était pas utile? Comment est-ce que tu as fait le ménage dans ton numéro? Alors, d'une part, le ménage, je l'ai fait avec les théories magiques. Donc, les théories étudiées dans les bouquins, typiquement Ascanio, typiquement ces bouquins-là, Tamaris, tout ça. Et je ne l'ai pas fait tout seul, justement. Je réquisitionnais tout le temps, j'appelais des potes en visio tout le temps, des magiciens vraiment de tout style, des cartomanes vraiment de cave, des gens qui font de la magie numérique, des gens qui travaillent à plusieurs, des gens qui travaillent tout seuls, des gens qui font de la scène. Et puis je demandais plein d'avis, et même aussi à des gens qui n'étaient pas magiciens. Et puis je lisais de théories. Et parmi ces théories, il y a par exemple, voilà, est-ce que cet effet, à quoi il sert? Est-ce qu'il est cohérent? Ce truc que tu as trop envie de garder dans le numéro, mais est-ce qu'il rentre dans la suite logique de ce numéro? Est-ce qu'il a quelque chose à y voir? Typiquement, c'est ça en fait, la finesse, c'est de réussir à se dire, putain, ce truc est génial, mais il n'a rien à voir là-dedans. Et justement, parmi mon taf, j'avais pris Agenda secret de Joby que j'ai relu. Et à un moment, il citait des trucs d'Einstein qu'il a trouvé cool. Et une des citations, c'était la perfection, c'est pas quand tu peux plus rien rajouter, mais quand tu peux plus rien enlever. Et vraiment ce truc-là de est-ce que je peux l'enlever ce truc? Si je l'enlève, est-ce que ça dénature quelque chose? À un moment, il y avait un truc que j'ai gardé pendant des mois. Tout le monde de l'équipe de France me disait de l'enlever. C'est inutile. Et moi, je l'adorais. Et puis à un moment où c'était Yves Carbonnier que j'avais appelé à ce moment-là. Et puis je lui ai demandé, voilà, c'est quoi ton avis? Si je l'enlève, moi j'étais gêné, quoi. Il y a un moment où tu es tellement perdu, tu travailles tellement, que je m'identifiais à cet effet. C'était un effet avec 4 races qui sortait de derrière, rien de fou. Mais j'avais l'impression de perdre une partie de moi si je l'enlevais. Et j'ai demandé à Yves, et il m'a dit, est-ce que la qualité de ton numéro est jugée sur la présence ou non de cet effet? Je lui ai dit, bah non. Il m'a dit, bon, t'as ta réponse. Après, d'autres personnes m'avaient donné un avis similaire, mais je le cite voilà, emblématiquement parce que voilà, je me souviens de ça à l'instant T. Mais... Il y a tout ça, et évidemment, et je vais te donner l'occasion de répondre à ce truc-là en dehors des commentaires qu'il y a sur YouTube et tout machin. Marc Obi, qu'est-ce que ça fait de copier Lennart Green?
Bah écoute, c'est un énorme plaisir. Bah, je me doute. Parce que du coup, tu as ce commentaire qui revient. Alors, si jamais vous voulez, c'est un petit conseil personnel, si jamais vraiment vous avez envie de faire des concours, bah copiez un mec qui a déjà gagné. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Ça fonctionne, hein. Bah, c'est une remarque qu'on t'a fait. À tort ou à raison. À tort quand on te dit que tu l'as copié, à raison quand on dit que tu t'en es inspiré, même si c'est pas le seul. Tout ça pourquoi ? Bah parce que la mouvance, l'affluence magique qui a le plus impacté sur ta façon d'être, et ce depuis des années, c'est l'école espagnole, de manière évidente. Même s'il y a certainement d'autres influences, et tu peux peut-être nous en parler, mais je dirais que le cœur est quand même à l'Espagne et à machin. Le cœur, ouais. Ouais, je pense. Hein. Non, t'as bien raison. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve tout le génie du truc, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, il faut la finesse pour enlever les trucs. En même temps, quand on voit ton numéro, on se dit beaucoup de choses, mais on se dit pas que c'est fin. Quand on le voit, tu vois ce que je veux dire. C'est là que le côté très cool y est. C'est que la finesse se fait sentir mais ne se voit pas. C'est tout l'enjeu du truc. Tu es allé en Espagne à la préparation du numéro, mais également avant. Tu as fait des masterclass avec Da Ortiz. Tu as montré ton numéro à Da Ortiz, à Christian Engblom. Tous ces trucs-là. Qu'est-ce que la magie espagnole ? À quel endroit est-ce que la magie espagnole te touche plus qu'une autre magie ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dirigé vers la magie espagnole plutôt que vers une magie, je sais pas, américaine ou tu vois, quelque chose comme ça? Alors, je ne me suis pas dirigé. On va dire que la découverte de la magie espagnole s'est intégrée naturellement à ce que je propose. Le déclic, c'est vraiment cet aspect. La magie espagnole, elle te fait comprendre que la magie se situe là et pas là. Enfin, là, c'est au niveau des mains, quoi. Donc, que voilà, c'est dans la tête, quoi. Donc, c'est dans la tête, c'est dans l'émotion, c'est dans la psychologie. Et puis, la technique, c'est vraiment l'outil. Donc, c'est à ce niveau-là que ça fait le déclic. Donc, c'est avec le DVD Utopia numéro 3 de Dani Da Ortiz. Qui aborde toute la psychologie. La psychologie, forçage psychologique. C'est la clé de départ qui m'a fait comprendre l'étendue des possibilités. Parce que quand tu es là, tu as tes cartes, tu as l'impression que l'étendue, c'est genre ça, là, avec tout plein de possibilités à faire avec ça. Mais quand tu comprends que c'est vraiment tout ça, c'est-à-dire que ça va vraiment dans toute l'atmosphère, dans tout l'univers, si je puis dire, bah ça devient vraiment juste le cœur d'action, mais toutes les possibilités se situent dans l'univers. Alors que quand c'est que dans les cartes, mais putain, t'es limité par les maths, par la technique, par plein de choses, et c'est incroyable la différence de comprendre que ce ne sont pas les cartes qui font la magie. C'est ça ou l'objet en question, parce qu'on parle des objets. C'est pas les cartes qui font la magie, c'est toi qui l'as fait. Pour ça, il est nécessaire. Et je sais, bon, je dis ça parce qu'en même temps, dire en ce moment, tu te prends une blinde d'interviews sur la gueule en ce moment. J'ai l'impression que dès que je vous vois parler de tout en ce moment, du coup là, on est en fin novembre. J'ai l'impression de voir tout le temps des interviews qui passent et tout, machin, tu vois, sur d'autres chaînes YouTube, et c'est trop bien. Mais aussi au format papier, bon, il y a plein de choses qui arrivent. D'ailleurs, on va peut-être parler de ce truc-là aussi, de toute cette pression sociale peut-être qui est venue sur tes épaules après la FISM, d'avoir l'impression de représenter un truc. Je sais pas, t'as eu ça ou t'as eu l'impression que ça a rien changé en fait? Alors, pour moi, ça n'a rien changé. Enfin, rien changé, c'est un petit mot. C'est-à-dire que ça, évidemment, ça change des choses, mais rien changé dans le sens, ça change pas la personne, ça change pas la vie, sauf si tu souhaites qu'elle le change. Après, ça change des choses dans la vie professionnelle, ça change des choses dans la perception de certains, et puis bon, après c'est normal, hein, oui. Moi aussi je vois ça différemment. Bah, pression dans le sens où c'est vrai que les gens ont tout un tas d'idées de ce que ça doit être, de ce que tu dois ressentir et vivre après ça. Donc ça doit être ça, un mec qui a fait la France un incroyable talent, ça doit penser ça doit vivre ça doit penser ça, un mec avant ou après la FISM. Donc les gens, entre guillemets, invoquent la vie qu'ils s'imaginent quand ils te voient avec ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Je peux te poser une question contre-intuitive complète. Ouais, vas-y. Je pense qu'on ne te l'a jamais posée. C'est ok. Qu'est-ce qui te fait le plus chier dans le fait d'avoir gagné la FISM? Ce
Ce qui me fait le plus chier, bah c'est ça, hein, je crois que c'est ce qu'on vient de dire. C'est les interviews? Ah non, non. Bravo, merci beaucoup Marcovi. Alors, on va couper. Non. Non, ce qui me fait le plus chier, c'est les gens qui inventent tes émotions et ton agenda à ta place. Typiquement, c'est-à-dire, peut-être que ce qu'il disait est vrai, mais c'est qu'il ne te laisse pas le doute. Oui, mais ça, certainement aussi parce que tu représentes plus seulement Marc Bittard, quoi. Là, avec ce titre, tu es devenu le porte-drapeau actuel de la carte magie dans le monde, et pour tout le monde. Bon, enfin... Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, t'as gagné la FIS. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais t'as gagné la FIS. Non, oui, le porte-drapeau officiel dans le sens où c'est le championnat. Mais bon, il y a des porte-drapeaux beaucoup plus grands. Mais évidemment, bien sûr. Actuellement, je veux dire, si tu prends... enfin, je veux pas citer les Melchiens, mais voilà, ça n'est juste que... tu vois, c'est pas un titre qui fait la grandeur dans l'histoire d'un Melchien, mais... Évidemment, mais bon, moi j'ai pas... Ouais. Et puis, si je peux être tout à fait honnête une fois, t'as pas changé d'un copec. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a pas... Là, j'arrive pas à la cheville d'Ortiz, par exemple, alors que lui n'a jamais fait de concours. Oui. Et puis... Oui, voilà, il a eu son prix cette année. Hein. Après, ça fait plaisir. C'est très plaisant de gagner, je vais pas te mentir. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui... Bon, vous avez compris. J'ai pas trop les mots, mais... Je vais revenir à ce que je voulais dire avant un petit peu plus tard, mais tant que je suis sur ce truc compétition, FISM, machin, il se passe quoi dans ta tête quand t'entends ton nom? Bah malheureusement rien, puisque ça c'est comme je l'avais aussi expliqué, tu es au courant que tu as gagné, enfin quand tu entends ton nom, quand on te donne la coupe, tu es au courant, parce que les gagnants, les premiers prix des différentes catégories sont prévenus la veille, venez à 14 h pour répéter, alors tu comprends que c'est parce que tu as gagné, parce que tu repasses que si tu as gagné. Enfin, vous repassez, je vous vois, tu dois. Vous repassez, enfin, tu repasses que si tu as gagné au gala de clôture. Donc, tous les gagnants, c'est le gala des gagnants. Et donc, si on te dit qu'il faut venir pour répéter, c'est que tu repasses. Si on te dit qu'il faut venir pour être là, peut-être que tu as un deuxième ou un troisième prix. Donc, à ce moment-là, je le savais. Par contre, le moment où j'ai eu le plus d'émotion, c'est pendant la standing ovation. Ça, c'était incroyable. Parce que c'était mon rêve, pas dans ma vie, mais dans ce cadre-là, pour ce concours, c'était mon rêve d'avoir une standing ovation. Ouais, tu pouvais pas avoir mieux. C'était mon objectif, mais je pensais pas l'atteindre. On a des objectifs, on ne pense pas les atteindre. Je pensais pas qu'il y aurait... et encore, il y a plusieurs types de standing ovation. Celle-là, c'était une vraie, quoi. Et donc, c'est incroyable, quoi. Tu es là, tu as fini, et puis c'est fini, quoi. C'est ce qu'on avait dit avec les autres candidats. En fait, finalement, peu importe lesquels, tous les candidats qui étaient français, et puis on était là, on se dit putain, c'est fini, on est passé. Là, je précise un petit peu, la préparation de la FIS, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, en termes émotionnels et physiques aussi, c'est du temps, c'est de l'émotion, c'est quand même pas mal de. On sacrifie un peu sa vie, quoi. Oui, parce que je vois très bien ce calepin que tu avais, que tu traînais toujours avec toi, où tu avais étudié l'ensemble des numéros des gens qui avaient gagné la FIS en disant là c'est pour ça que ça a marché, là c'est pour ça que ça a marché, enfin du moins tu essaies de déterminer des points pour dire ok ça, ok donc c'est dire que je peux peut-être implémenter ça pour faire en sorte que ça puisse marcher. Je pense aussi que il y a le fait qu'il y ait ce titre, c'est aussi la surprise de découvrir un personnage comme le tien, qui est inattendu, qu'on ne voit pas. Alors évidemment, je veux dire, c'est chacun sa proportion. Pour un gars comme moi, c'est normal, même si tu as toujours été chelou. Quand tu fais de la magie ou quand t'en fais pas, c'est toujours ça. Mais bon, il y a ce personnage qui arrive, au-delà des effets qui évidemment défonçaient des gueules, toi qui es là, et c'est chelou, et du coup il y a un autre univers qui s'apporte, un autre univers qui est attaché à tout ça, où on se dit pas ah putain il sort des chips, ah putain il sort des Kit Kat, ah il fait vraiment une pause en fait là, il y a tout ce truc là. On t'en a déjà parlé dans d'autres interviews, la construction du personnage. Alors je sais pas si je l'ai là, mais on n'est pas dans un point de vue stanislavskien. J'ai réussi à le dire, c'est formidable. Ouais. On n'est pas dans un point de vue stanislavskien. Comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est naturel? Parce qu'effectivement, c'est une expansion de ton caractère normal. Hein. Je veux dire, faut pas croire que c'est que t'es parti jouer Cyrano alors que t'étais le beau gosse du village. J'ai pas fait les cours flancs. Ouais.
Comment est-ce que ce personnage est venu, créé? C'est venu naturellement? Tu l'as pas cherché? Tu peux nous en parler un peu? Donc, tout à l'heure, en début d'interview, je t'ai dit que j'ai toujours aimé troubler les gens. Et un peu les déstabiliser, mais dès le départ. Je dis depuis que j'ai 4 ans, c'est depuis que je suis petit. À l'école primaire, voilà, j'ai toujours été un petit peu dans cette nature-là de vouloir surprendre, et puis de vouloir être surpris aussi, de rêver, de faire rêver. Donc, depuis que je suis petit, j'ai développé des traits de caractère. Et en fait, ce truc-là, ce personnage, c'est plutôt l'apprentissage de comment conscientiser et comment moduler tous ces paramètres à volonté. C'est-à-dire que voilà, si maintenant je suis assez lucide pour savoir ce qui fait rire les gens depuis que je suis petit, ce qui ne les fait pas rire, ce qui les gêne, qu'est-ce qui va surprendre après avoir été gêné, comment... Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai pu maîtriser, quoi, à force. Donc, on n'est pas dans... C'est pas vrai de dire que je suis tout le temps comme ça. Après, j'aime bien... le truc, c'est que je suis très souvent là-dedans. Donc, dans la vraie vie, hors magie, j'aime aussi déstabiliser. C'est pour ça que les gens pensent ça des fois. C'est parce que ça me fait kiffer, voilà. La norme me fait chier, concrètement. Si je peux dire ça comme ça. Et donc, j'ai appris à moduler comme une table de... Alors, je sais pas mixer, mais une table de DJ, tu montes le son, tu augmentes ou sur une photo, tu augmentes le contraste, tu augmentes la texture, le machin. C'est prendre un peu cette personnalité comme un truc où tu peux modifier la couleur, contraste, ombre et tout, et pouvoir moduler tout ça à volonté. À volonté et arbitrairement. Ça veut dire qu'il faut que ça soit... c'est pas involontaire, tu vois, ça perdra un peu la nature du travail derrière, si c'était pas fait exprès. Concrètement, là, c'était étudié, donc ça fonctionne, on le met, ça fonctionne pas, on le met pas, on module. Avec toi, on avait fait un petit travail sur la langue, l'accent, parce que comme il a fait 15 ans de théâtre, Quentin, je t'ai lui demandé quelques conseils théâtraux. Ouais, théâtraux. Alors sans faire théâtre, mais finalement... Stanislavski, j'ai touché aussi, parce qu'en étudiant Anthony Gerhardt, qui fait des forçages, lui, je sais pas si tu vois qui c'est, le mec qui fait des forçages classiques, qui fait partie de mon top 3. Il y a D'Ortiz, lui, et moi, tu peux le dire. Et top 2, en fait, pardon. Et donc, je les ai étudiés à deux, et lui a étudié vachement le théâtre pour pouvoir réussir ses forçages. Rien que pour que la personnalité fonctionne, quand il serre la main à quelqu'un, tout ça. Il regarde comment se comportent les gens, comment lui se comporte. Et voilà, j'ai quand même un peu bossé ça. Alors, j'ai pas fait de théâtre et tout ça, mais depuis que je suis petit, j'ai quand même beaucoup théâtralisé ma présence et j'ai bossé ça, mais empiriquement. Il n'y a pas eu d'études, il y a eu une étude théorique sur moi-même à ce niveau-là, mais j'ai pas fait de cours de théâtre, de cours Florent, j'ai pas étudié l'histoire en profondeur. Mais on peut pas dire que c'est voilà que ça vient de nulle part. Il y a beaucoup de magiciens à qui j'ai parlé parce que effectivement toi t'es parti de ton personnage, enfin t'es parti de ton toi pour l'amplifier, arriver à cette entité de Marcoby. Ok, très bien. Mais dans l'école espagnole il n'y a pas que ça. Je pense, je prends l'exemple de Yann Frisch par exemple, qui sur Baltas. Pour avoir vu, tu te rappelles, on l'avait vu Yann à Paris il y a quelques années. Salut Yann, si on regarde, je parle. Si tu veux faire l'interview, Yann, c'est avec joie. Et il n'est pas du tout comme son personnage de Baltas peut l'être, tu vois. C'est pas la magie espagnole qui amène ça de manière particulière, mais par contre, c'est vrai que il parle pas. Toi, tu parles, mais en fait, j'ai l'impression que la parole est presque secondaire dans ce que tu fais. C'est comme ça que je le vis, c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais quand je te vois faire de la magie, j'ai l'impression que la parole passe avant l'attitude et passe avant le corps, après le corps, c'est ce que je veux dire, après le corps. Pour toi, est-ce que tu penses comme moi par rapport au regard que tu peux avoir sur ton travail, je veux dire, ou est-ce que tu penses que les mots ont plus d'importance qu'il n'y paraît dans ce que tu fais? C'est un peu étrange parce que ils n'ont pas d'importance. Ils ont d'importance s'ils n'en ont pas. C'est-à-dire que c'est le fait que les mots soient sans importance qu'il y en a. C'est-à-dire quand je fais un tour et que je dis des petites paroles à la con, c'est le fait que ce soit pas très intéressant. J'ai reçu un mail, je vais l'éteindre. Vas-y, continue. C'est le fait que si ton texte est pourri et qui raconte rien, c'est drôle qu'il raconte rien.
Donc finalement, oui, il a une importance. Il n'a aucune importance dans l'effet, mais il en a une, puisque l'effet de surprise, l'effet dramatique, voilà, si je prends une ambitieuse, hein, tu as une carte qui est là, il va être carreau, bon, je le mets là, et bon, bah, il va remonter, quoi. Alors, ça n'a pas aidé à remonter mon texte, mais c'est drôle pour les gens, le contraste entre ce que je dis. Oui, en fait, voilà, on arrive aux théories un petit peu ascaniennes, de Ascanio. Un effet, concrètement, en magie, c'est le contraste entre la situation initiale et la situation finale. Ça, c'est la théorie de base. De manière générale, pour moi, la magie est l'effet, mais l'effet pas en tant qu'effet magique seulement, l'effet dans la tête du spectateur. Ça, c'est John Gastafero qui disait qu'il faut réfléchir les effets, pas seulement en termes d'effets techniques magiques, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du spectateur émotionnellement. Pour moi, un effet est né d'un contraste, pas forcément technique, pas forcément la carte n'est plus là, là par là, aussi un contraste émotionnel. Et quand tu parles et que ce que tu dis n'est pas intéressant et que ce qui se passe est intéressant, ça devient intéressant. Parce que tu vois, je pense par exemple à... alors attends que je te trouve un exemple... Bon, j'en ai pas là, peut-être que tu en auras un pour moi. Ouais. Mais tous ces gens, c'est d'ailleurs, ça m'est arrivé beaucoup au début, je fais un petit peu moins ça maintenant, mais des gens qui racontent réellement des histoires. Mais où la parole est prédominante, la parole est nécessaire, je sais pas, mais essentielle dans ce qu'ils font, parce que ils personnifient les cartes, ils personnifient l'histoire, ils font vivre quelque chose à l'intérieur de l'histoire, et du coup, tu vois ce que je veux dire, je cherche pas à te penser, mais dans ce que tu dis, c'est, si ce que je dis n'est pas intéressant, c'est que ça est intéressant. Ouais, mais en même temps, est-ce que les gens qui parlent beaucoup, ça veut dire que c'est pour camoufler un truc qui est pas intéressant au niveau des cartes, tu vois? Ça peut l'être. Alors déjà, il y a plusieurs nuances à apporter. Tout à l'heure, on parlait de la parole. Mais en fait, la parole, finalement, toi, tu es le premier à savoir que la communication, c'est pas que les mots. La communication, c'est pas que les mots. Donc en fait, tout à l'heure, finalement, je vais changer parole en ce qu'on communique. Je disais ça parce que je vais nuancer, j'ai déjà fait de la magie muette. Ça m'est déjà arrivé de faire du table en table pour le délire, hein. C'était pas obligé, mais pour le délire, j'ai fait des tables entières sans dire un mot. Mais il y a des regards, il y a une expression, Alors, du coup, on est dans le même registre que la parole tout à l'heure. Ce que tu exprimes, ce que tu communiques est différent. Ton regard, il est blasé, et il se passe un truc, voilà, la carte, elle remonte, et ton regard est blasé. Donc, il y a un contraste entre ton attitude et ce qui s'est passé. De la même manière qu'il y a un contraste entre tes mots. Donc, ce que j'ai dit pour la parole équivaut aussi sans parole, par rapport à la communication. Et par rapport à ce que tu me dis, du coup, avec cette nuance, tu peux me rappeler Donc, je disais que il y avait ce truc-là de toi qui disait que tu ne parlais pas beaucoup. Oui, du moins, il y a des histoires. Voilà. Alors, concrètement, pour moi, il y a un critère qui est déterminant. En fait, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que si le mec, il raconte une histoire parce qu'il pense qu'il faut raconter une histoire, eh ben souvent c'est nul, malheureusement. Il y en a plein qui, concrètement, on va pas se mentir, enfin, n'édulcorons pas trop les mots, des fois on se fait chier quand même en voyant la magie. Bien sûr, il y a des mecs, alors je vais pas citer de nom, comme ça il y a personne qui est visé, mais il y a des mecs qui sont chiants. Accessoirement, vous êtes peut-être déjà fait chier en regardant la magie aussi, hein, enfin, tout le monde peut être chiant. Une question de sensibilité. Ouais, mais même quelqu'un, je veux dire, on a tous déjà été mauvais, voilà, enfin, quelqu'un qui est tout le temps bon, je dirais pas beaucoup. Franchement, même parmi les meilleurs que je connais dans mes idoles, il y en a plein qui sont... Mais pour moi, en fait, il faut ressentir. Si tu racontes ton histoire et que tu la kiffes ton histoire, si tu racontes ton histoire des 3 mousquetaires et que tu la kiffes, et que les gens ils se marrent et que toi tu te marres avec eux, c'est bien. En fait, il faut être en accord. C'est comme s'il y avait une longueur d'onde dans ce que tu proposes. Si toi tu es dans la même longueur d'onde que ce que tu proposes, ça marche. Mais si tu l'es pas, c'est chiant en fait. Qu'il y ait des paroles ou pas. Si tu fais de la magie sans parole et que tu n'es pas accordé, il faut être accordé en fait. Et ça, on l'a vu alors, je parlais de la FISP parce qu'on en a parlé avant avec ces exemples. Quand il y a un numéro qui est super fort et les mecs ne sont pas accordés, tu vois qu'ils ne vivent pas vraiment le moment, tu vois qu'ils jouent, c'est un petit peu l'acteur où tu vois qu'il joue. Il joue son rôle d'acteur. Un acteur, il est plaisant, il est convaincant dès le moment où tu y crois à son truc. En même temps, c'est difficile et ça peut être une question un peu compliquée, mais en même temps, c'est difficile de dépasser
ce truc de quand tu es devant une caméra, quand tu es devant une scène, de pas avoir le torse qui se bombe, tu vois, d'avoir un truc de représentation, puisque c'est le cas. Et c'est d'ailleurs souvent naturel, tu vois, moi c'est un problème que j'ai eu pendant des années. Je suis normal là quand je parle avec toi, tu me fous sur une scène, je suis tout de suite beaucoup plus, tu vois. Comment est-ce que on... je sais pas si toi c'est inhérent à ta personnalité ou si tu t'es dit vraiment il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, mais comment est-ce qu'on dépasse ce truc de ok, la scène c'est peut-être pas un endroit si sacré que ça, on peut tout à fait être détente sur scène, voilà, et du coup arriver à une authenticité. Alors j'ai plutôt formulé ça différemment, parce que finalement toi, ton discours il va plutôt de comment on fait pour que ça passe. Mais mon discours il est pas tant, il est un petit peu critique à ce moment-là. Il n'est pas tant axé que ça passe ou pas, c'est pas grave au final, si quelqu'un propose quelque chose de pas génial, c'est pas grave, ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. En fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question. C'est-à-dire ce mec qui a fait son histoire chiante en vidéo, c'est pas le fait qu'il a essayé d'être authentique et qu'il n'est pas réussi, c'est qu'il s'est jamais posé la question. Pour lui, il faut une histoire dans la magie. Donc en fait, il part sur une espèce de postulat, un axiome, où il n'y a pas eu de réflexion derrière. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas de recul sur ce qu'ils font dans la magie. Ils ne se posent pas la question de pourquoi. Alors déjà, souvent ils n'ont pas bossé avant, mais enfin, je te parle de tous les âges, hein. Je ne te parle pas des jeunes, ça peut être n'importe quel âge. Et donc comment faire, pour répondre à ta question, c'est déjà en se posant la question de enfin, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, pourquoi on raconte une histoire, pourquoi, est-ce qu'on kiffe ce qu'on fait déjà? Parce qu'il y a des gens qui vraiment font ça. C'est important ça. Ouais, comme des robots. Le mec, il y a des mecs qui se posent plus la question en fait. Ils sont endormis dans leur magie, du coup, et puis ça se ressent en fait. Et les mecs, comme ils ne se posent pas la question, ils vont pas non plus se poser la question de si le public a aimé. Pour eux, c'est acté, c'est bon, ça fonctionne. Parce qu'ils ont vu que l'effet marchait, et voilà, l'effet se suffit à lui-même en fait. Il est peut-être là le problème. Les gens qui se disent que l'effet se suffit à lui-même. Bah, c'est ça le problème, effectivement. Je donne un cas pour exemple. Typiquement, un mec qui a appris à faire ses manies, il dit bah là on a une dame de trèfle, et bouf, ça change en 3 cœurs. Quelqu'un qui a jamais vu de magie, il va avoir une réaction. C'est pas pour autant qu'il a une réaction émotionnelle, il a une réaction parce qu'il a vu quelque chose avec ses sens qui défie un petit peu la normalité. Mais il n'a pas vécu la magie émotionnellement, il l'a vécu visuellement. Il l'a vécu... Alors, ça c'est... Je sais pas si je t'ai interrompu au milieu d'un... Ok. C'est une question que je me suis énormément posée les derniers temps parce que tu sais, je suis en créa de spectacle en ce moment, y a plein de choses qui se remettent en question, qui se bousculent. C'est d'ailleurs ça, vous voyez bien, hein, je suis très spontané, enfin, j'ai pas du tout préparé cette interview. Bah, elle est peut-être pas bien. Hein, elle sera peut-être pas bien. Ouais, non, si, elle sera très bien, je pense que les gens... Elle sera très bien. T'es pas content? Bah si, je suis content. Okay. Non mais c'est les gens. Ah, oui, moi je suis content, mais les gens ils sont peut-être pas contents. Et du coup, je me suis énormément interrogé et j'ai trouvé ma réponse à moi, voilà, que je vais peut-être pas donner aujourd'hui, mais pour toi, c'est quoi l'émotion magique? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'elle se provoque? Comment est-ce qu'elle se cherche? Elle est violente, hein, ça va. Alors, je réfléchis quelques secondes. Oui, bien sûr, vas-y. Tu peux me plaire? Vas-y, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui regardent cette interview, là maintenant, ça va pas tarder à se terminer, ça va certainement être cette question-là qui va terminer, ou peut-être celle d'après. Pour les gens qui regardent cette interview et qui ont vu Marc Obi, je termine juste du coup, pour les gens qui ont vu cette interview et qui ont vu Marc Obi dans le titre, et qui sont du coup venus voir sans savoir qui j'étais moi, cette chaîne YouTube reprend. Une vidéo toutes les 2 semaines, je vous ferai une vidéo récap de comment ça se passe, sans forcément Marco, juste vous et moi. Je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien professionnel, je fais pas mal de choses, il y a le site internet, il y a Instagram, il y a un petit peu tout, et j'essaie de rendre service à l'art magique sur ces chaînes YouTube, en vous apportant des gens qui sont passionnants, des gens qui ont compté, mais aussi en vous racontant des histoires sur comment ça s'est passé la magie, en vous débunkant toutes sortes de croyances qu'on pourrait avoir sur cette dernière. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est un petit peu moins de 1000, je crois qu'on est 885, parce que j'ai pas eu la chance de faire une vidéo qui a fait 1 million de vues en étant la première de ma chaîne. Et du coup, et du coup, je vous invite à vous abonner à ces chaînes YouTube, à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à l'Instagram de Marc, mais également à ces chaînes YouTube. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'émotion magique? Alors, je vais donner une définition qui pour moi est incomplète,
et qui est peut-être pas bonne, hein, Vas-y. mais justement, le fait déjà de trop chercher à répondre à cette question, ça cadre. Et des fois, le cadre, c'est ce qui nuit à l'art, à la magie et à l'art. Un cadre, des fois, ça doit être comme ça, il y a des règles. Un roman, ça doit être un brouillon d'abord, il faut faire un plan, il faut que la magie commence par un effet faible, puis que ça continue crescendo. Les dogmes, les cadres, dans toute forme d'art, peuvent devenir limitants. Donc pour moi, l'émotion magique, c'est à partir du moment où on ressent quelque chose quand on voit de la magie. Très simplement. Voilà. Alors ça peut être ressentir ça peut être... Alors, ressentir quelque chose, allez voilà, qui est au-delà de l'illusion d'optique qu'on vient de voir. Quelque chose qui est au-delà de la carte qui s'est changée. On a ressenti quelque chose qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous interroge profondément, mais quelque chose qui va au-delà. Donc ressentir quelque chose qui va au-delà de simplement une illusion, simplement un effet magique. Pour moi, c'est ça. Et du coup, ça peut aller dans plein de natures différentes. Et si on le ressent, nous, si on l'a déjà ressenti, déjà c'est une petite condition peut-être sine qua non, de l'avoir déjà ressenti, d'avoir déjà eu finalement la conviction que quelqu'un de nos spectateurs l'a déjà ressenti, bah, on s'approche de la compréhension. Si nos spectateurs, il faut qu'ils nous éduquent aussi, les spectateurs, il faut quand même leur poser des questions de temps en temps, apprendre à les connaître. Le truc, c'est que la magie, c'est souvent les mecs sont un peu égoïstes, quoi. Comment moi faire pour que... Mais on ne tient pas toujours compte des spectateurs, et finalement, c'est là où John Gastafero, c'est intéressant, il réfléchissait, il invitait les gens à se poser la question, quel est l'effet, non pas magique que les gens viennent de voir, mais émotionnel. Ok, la carte elle est remontée, mais qu'est-ce que se dit le spectateur? Il pourrait se dire, par exemple, bah, c'est cool, si ça se trouve, moi je peux me téléporter si cette carte a pu le faire. Si ça se trouve, les choses peuvent se téléporter. Si ça se trouve, on peut remonter dans le temps. Ça me rappelle quelqu'un de ma famille. Enfin, ressentir quelque chose. Voilà, j'ai un peu développé longtemps. Ouais, non, mais j'ai tout dans le truc. On a dépassé l'heure, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun problème. Tu m'as mis à l'aise. Bah écoute, c'est... Trop à l'aise. Un peu trop. Pour terminer ces interviews, à moins que, et je couperai ce petit passage où je te demande ça, ou pas d'ailleurs, je vais pas le faire, il y a un truc dont tu voudrais parler Un truc dont je voudrais parler. Un truc que tu n'as pas abordé sur d'autres interviews, que tu aurais aimé pouvoir aborder Voilà, comme ça, pris au dépourvu, Ok, non, mais c'est pour savoir si tu avais un truc qui te venait en tête là, comme ça, c'est tout. Là, comme ça, tout de suite, non. Peut-être dans une minute, hein, mais bah, écoute, si ça vient d'ici la fin. Du coup, j'enchaîne du coup. Pour terminer les interviews, je demandais toujours des questions plus courtes qui amenaient, elles aussi, des réponses plus courtes. Donc, c'est des trucs factuels à la con, mais qui peuvent être intéressants pour tout le monde. La première, c'est qui les magiciens que tu admires aujourd'hui, enfin que tu admires, c'est-à-dire pour lesquels tu as, tu vois, je te donnerais comme exemple Yann Frisch. Moi, quand je regarde Yann Frisch, j'adore, je trouve ça absolument génial, tu vois. Qui sont les magiciens pour toi? Tu m'en donnes 3 qui te touchent. Les vivants ou... Non, comme tu veux. D'accord. Le truc, c'est que c'est comme quand on demande c'est un film. Enfin, moi, j'en ai vu dans ma vie des films ou des livres, et il n'y en a jamais qui me viennent à l'esprit. Mais je vais quand même t'en dire. Du coup, je dirais déjà Larry Jennings. Vraiment, le charisme, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché chez ce mec, que j'admire. Alors, c'est pas forcément le podium, mais Larry Jennings en fait partie quand même. Allez, pour aller à l'ancienne, Derek Dingle, du coup. Dans la même lignée, je les ai découverts tous les deux comme ça, donc ils sont morts du coup tous les deux. Et leur interview est ici. Ouais. Elle est un peu limite. Ouais, elle est un peu limite. Et un troisième, qu'est-ce qu'il y a des mecs comme ça qui font rêver en ce moment, mais il faut vraiment que je réfléchisse. Ouais, tu sais plus comment je m'appelle quoi. Un troisième, Quentin, ouais, je veux pas te citer, les meilleurs pour la fin. Oh bah écoute. Ah Quentin alors. Non, je m'en trouvais encore. Bon Yann Frisch, tu l'as cité. Oui, non mais c'est très bien. Puis t'as cité Chavaudrey. Il y a qui? Il y a, par exemple, oui j'ai cité Chavaudrey. Il y a... Ah putain mais j'ai oublié son nom du coup. C'est crédible du coup. Il fait quoi? C'est un espagnol. Mais je l'ai, hein. C'est juste que... Inconnu? Giancarlo Scalia, oui, voilà. Giancarlo Scalia.
c'est quelqu'un qui a réussi à me faire vivre quand même voilà, un de ses coups comme Arthur Chavaudrem l'a fait vivre. J'ai eu un coup avec Giancarlo. Allez, 3 livres qui ont changé ta façon de penser? Qui ont alimenté ma façon de penser. Il n'y en a pas vraiment qui m'a changé ma façon de penser, mais ils m'ont tous redirigé légèrement mon truc. Eh ben, le volume 1 de Ascanio, des études théoriques, il y a eu The Structural Conception of Magic, quelque chose comme ça. Il y a, c'est CG Strong Magic, mais tout le monde le dit, donc je vais dire autre chose. Réflexion de Elder Guimaraes. Finalement, c'est beaucoup de pratique dedans, c'est comment il fait ses trucs, mais il y a quelques lignes comme ça qui m'ont inspiré, la structure en 3 actes, enfin, c'est quelques trucs intéressants qui m'ont aidé aussi pour mon aventure. Et un 3e livre, les 5 points magiques, le chapitre surtout sur le regard, j'utilise les ficelles avec les gens, les 5 points magiques, c'est un... T'es pas la première personne à me dire les 5 points magiques. La dernière personne à m'en avoir parlé sur les interviews, c'était Laurent Beretta. Ouais. Qui m'en a parlé, parce que tu sais, lui, il a fait tout son numéro de manipulation de cartes, avec lequel il a gagné la Colombe d'Or, avec lequel il a gagné plein de trucs, et l'intégralité de ses charges sur son numéro de manipulation de cartes sont basées sur les placements de pieds et de corps qu'il y a dans les 5 points magiques, l'intégralité. Et simplement en suivant ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin, il a flingué un nombre de magiciens professionnels assez incroyable, et comme quoi, il n'y a pas nécessairement besoin... Il y a besoin de comprendre ce qu'on fait, mais je veux dire, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément chercher ailleurs ou chercher des choses complètement farfelues pour arriver à un résultat qui est plus que très bien. Tout est écrit dans les 5 points magiques corporellement, je veux dire, et vous vous appuyez là-dessus et ce sera déjà formidable, en vrai de vrai. Mais tout à l'heure, tu m'as demandé est-ce que je voulais parler de quelque chose. Alors là, il y a un truc qui me vient à l'esprit. C'est une limite un petit peu populaire qu'on a entre magiciens, c'est de se dire, je sais pas, moi je fais pas de saut de coupe, j'ai pas envie de bosser le saut de coupe. Moi je fais de la scène, donc je vais pas utiliser le close-up, ou je fais du close-up, je vais pas utiliser la scène. J'aimerais juste rappeler, et c'est bien de le savoir, si vous faites maintenant des colombes et que vous lisez un chapitre dans un livre qui est sur les comptages de cartes, vous pourrez apprendre des choses, quel que soit votre domaine, dans les domaines magiques, finalement, se complètent. Et alors, qu'on ne prenne pas au mot, je ne dis pas que la technique du comptage va vous aider, mais souvent dans les descriptions, je te donne un exemple, je sais pas, tu prends un livre de Tamaris, il va expliquer pendant ce comptage, à ce moment-là, je parle un peu plus fort pour que les gens ressentent ça. Tu vas peut-être te dire, putain, d'accord, je m'en fous du comptage, mais j'ai retenu l'idée de parler un peu plus fort pour faire passer telle émotion. Et puis il va finir en disant, à la dernière carte, je parle moins fort. Je dis, je sais pas, peut-être qu'à la 2e colombe, je vais parler moins fort qu'à la première. Je donne des colombes pour dire un exemple type d'un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Enfin, faut pas s'imaginer que si vous faites des cartes, il faut lire des bouquins de cartes. Si vous faites des colombes, il faut lire des bouquins de colombes. Concrètement, quoi que vous lisez, je pense que ça va vous apporter des choses dans ce que vous faites. Et ça va même en dehors de la magie. Mais je vais rester dans la magie pour cette interview, mais disons quand même que si vous lisez un ouvrage sur comment construire les ponts, un ouvrage de cuisine, ça pourra toujours alimenter votre magie, parce que la magie reste finalement la communication de votre esprit artistique à travers votre magie. Et votre esprit artistique, ainsi que votre monde intérieur, qui est, comme disait, ça c'est Juan Tamaris qui l'explique, que c'est notre monde intérieur. Donc si vous voyagez, si vous savez plein de choses, si vous, je sais pas, votre vie généralement va se retransmettre dans votre magie. Donc même si vous ne bossez pas de la magie, si vous lisez une vie de Maupassant, ça pourra influencer votre magie. Mais voilà, c'était juste pour la limite, je ne fais pas ça, donc je ne vais pas étudier ça. Voilà. Je termine toujours les interviews par ça. Il faut que ce format puisse continuer, puisse subsister. Je suis content de le faire, ça me fait du bien de le faire, et je crois que ça plaît à bon nombre de personnes derrière. Tu sais ce qui vient, je vais te demander si tu pouvais me mettre en contact avec quelqu'un. Mais il faut que quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact du coup. Ouais. Avec qui n'est pas ton ami par exemple. Qui n'est pas moi. Quelqu'un que tu n'aurais pas pu contacter toi-même. Non, peut-être, mais quelqu'un qui pour toi sera intéressant. D'accord. Ok, non, parce que tu me dis, si je peux, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es déjà en contact, mais je... Et de moi au Marcobi.
Demande. T'as dit quoi? Me prends pas d'aussi haut, Marco-Mini. Mais non, c'est... Je rigole. Ah. Ça la fout mal pour la fin du truc. Tu vas laisser ça? Je sais pas, on va voir. Oui, il va laisser. C'est sûr qu'il va laisser. Bon. Sur ces belles paroles, moi c'est à Geoffrey Cheminot que je pense. Ouais, et ben Geoffrey est déjà prévu. Et merde. Et ouais. C'est vrai? Ouais. Bon, bah c'est la classe quand même. C'est la classe. On te recommande alors que t'es déjà prévu. Ouais. Alors, qui c'est à qui je pourrais penser, putain. Et là, il faut que je le dise maintenant, là, en direct. Stéphane Gomez. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Stéphane Gomez, ouais, Stéphane. Je pense qu'il a pas mal de choses à raconter. Pour pas dire que j'en suis certain et sûr de tout ce que tu veux. Moi je le connais de YouTube et bon, bref, on est en train de s'épancher sur le truc perso, on s'en fout. Ok, très bien, Stéphane Gomez, super. Ça fait un moment qu'il est dans l'équipe de France, hein, lui. Hein. Ouais. Je pensais à Robin et à Stéphane, mais tu m'en demandes un. Alors, pour moi, il y a Robin Deville et Stéphane Gomez. Tu m'en demandes un, je t'en donne deux. Bon, écoute, tu m'en donnes trois, t'as demandé Geoffroy avant. Oui, mais je savais que tu allais dire ça, donc, parce que je t'ai pas mal parlé de lui, donc je... C'est moi, puis bon, on s'en fout. Ouais. Ça fait un message. Ouais, mais depuis avant, j'en ai reçu 3, je crois. Allez, on s'en fout. LinkedIn. Oui, c'est bien. Attends. Bien, les amis, c'est là-dessus que cette interview... Tu veux faire un tour? Tu veux faire un tour de magie? Alors, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire toute l'outro. Et ensuite, tu feras le tour de magie. Et la vidéo s'arrêtera sur le climax de l'effet. Mais là, c'est pareil, tu mettras ça? Oui. Ouais. On va faire ça. Le climax... Merci à tous pour votre attention. Merci à toi d'être venu. Comme je l'ai dit au début, ça me fait hyper plaisir parce que bah, on se connaît très bien et je suis très content. Même moi, ça me remet en jambe de le faire avec toi sans pression, machin, tu vois. C'est très cool et puis ça me permet d'expérimenter ce nouveau setup un petit peu particulier. Merci à vous. Encore une fois, je vous invite à vous abonner. C'est un retour. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à suivre Marc sur l'ensemble de ses réseaux. Tout est en description, vous pourrez tout retrouver. Pour tout ce qui est fourniture de magie, DVD, livres, tout ça, je vous rappelle que la chaîne est toujours partenaire du site CC Magique. Donc le lien est en description. Si vous passez par les liens qu'il y a dans ma description, bah effectivement, je vais toucher une petite commission dessus, mais en même temps, vous ne payez pas plus cher et vous soutenez la chaîne d'une manière qui est cool. Et CC Magique, il y a un super site de magie simplement, et un superbe éditeur. Et voilà, il y a vraiment tout sur ce site-là. C'est vraiment chouette. Marco, si quelqu'un là veut sortir de l'interview et a envie de découvrir un petit peu plus sur toi, il fait quoi? Il t'ajoute sur Instagram, il va avoir une interview en particulier ailleurs. Et quoi, il va voir ton numéro FISM, il fait quoi? Il vient à Strasbourg? Il vient à Strasbourg. Ouais. Il vient à Strasbourg et on boit un verre à 3. Allez, on fait ça. Voilà. Si tu avais un dernier mot à dire pour clôturer cette interview avant de faire ton tour de magie? Amen. Amen. Eh ben écoute, feu, tour. Je fais le tour? Ouais, vas-y. Ça filme? Ouais, ça filme. Ok. Bon alors, j'ai un jeu de cartes ici et une boîte qui est vide, complètement vide. Oui. Elle est vide? Ouais. Tu peux voir. Et donc, c'est un jeu de cartes que je place à l'intérieur. Putain, merde. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre... Mais non. Si. C'est de l'autre côté? Non, le jeu. Ah non. Que je place à l'intérieur. Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je place à l'intérieur et hop, en un claquement de doigts, il n'y a plus rien. Tu vas voir qu'il n'y a plus rien dans la boîte. Putain, c'est noir sur noir, donc ça fait du black art. Du black art, ouais. C'est ciao. Salut.